Merci Anne et merci Bruno d'être présents. Donc aujourd'hui, bienvenue dans le podcast animé conjointement pour l'IMT Minalbi et les alumni Minalbi. Aujourd'hui, nous allons parler de transition écologique avec nos deux invités et pas des moindres. Donc, nous avons Anne Monnier. Anne est alumni de l'IMT Minalbi. Elle est sortie en 2009. Aujourd'hui, Anne est chargée de mission transition écologique au sein de l'IMT. Elle nous expliquera son métier plus en détail. Et nous avons aussi Bruno Ladevie, directeur des formations chez IMT Minalbi. Et je pense que toutes les personnes passées par l'IMT comprennent la fonction de Bruno, mais là aussi, je laisserai Bruno présenter plus en profondeur son rôle au sein de l'IMT. Donc aujourd'hui, nous allons, dans un premier temps, parler un peu plus du sujet de la transition écologique. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est le bon terme? Et quels sont les objectifs de la transition écologique? Et deuxièmement, plus lié à l'école, qu'est-ce que l'école des mines d'Albi ou les IMT d'une façon générale ont comme force pour former les ingénieurs de demain à cette transition. Voilà, c'est les deux grands thèmes que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Donc, est-ce que Anne, tu pourrais te présenter, s'il te plaît, rapidement, ainsi que Bruno par la suite? Merci beaucoup. Et bonjour à toutes et tous. Donc, je suis très contente. Merci de l'invitation. Donc, effectivement, je suis une alumni 2009. J'ai suivi l'option génie énergétique à l'époque où Bruno était à la tête de cette option. Et donc, avant de devenir chargée de mission transition écologique dans le groupe IMT, à la direction générale, j'ai travaillé pendant 8 ans en start-up dans l'énergie renouvelable chez Akio Energy, où donc, je montais des parcs solaires couplés à des serres agricoles dans les îles pour soutenir leur autonomie alimentaire et énergétique. Et à la suite de quoi, j'ai réalisé une maîtrise en neurosciences. Ok, bravo. Et donc aujourd'hui, juste Anne, ton rôle au sein de l'IMT, qu'est-ce que c'est? Juste Et donc, rapidement. mon rôle au sein de l'IMT, c'est d'accélérer toutes les actions de transition écologique. Donc, on est un groupe de 8 écoles de cœur et 17 écoles en tout avec le réseau et les écoles partenaires. Et donc, beaucoup d'écoles font tout un tas de choses. Il se trouve que l'IMT Minalbi fait beaucoup de choses historiquement par son centre, notamment Rhapsody, et par l'objet même de cette école à sa création. Mais en fait, il y a tout un tas d'écoles qui font des choses très intéressantes et le fait de mettre ces écoles en réseau permet d'accélérer toutes les bonnes pratiques, d'assurer d'avoir une recherche d'impact et d'affirmer en fait cette direction qu'on prend vers une transformation des pratiques en général. Super, merci Anne. À toi Bruno, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais donc? Bonjour à tous, merci de l'invitation. Moi, je m'appelle Bruno Ladevie, je suis le directeur des formations d'IMT Minalbi. Alors, avant d'être directeur des formations, voilà, la carrière a été un petit peu longue. Je suis arrivé à IMT Minalbi d'abord au Centre énergétique environnement, où j'ai fait mon doctorat donc dans un domaine touchant à l'énergie. Diverses expériences en PME, et puis je suis revenu comme enseignant-chercheur, toujours à IMT Minalbi et toujours au Centre énergétique environnement. J'ai eu aussi l'occasion, après, un petit peu plus tard dans ma carrière, de travailler notamment dans un bureau d'études toulousain qui s'appelle TBC, Générateur d'innovation, où je me suis particulièrement intéressé à la problématique de l'énergie, mais dans le secteur du bâtiment, de l'énergie et des matériaux. Et pendant ce temps-là, je dirais, voilà, j'ai pendant quelques années donc dirigé l'option énergétique à l'école, où j'ai eu effectivement le plaisir d'avoir Anne, et puis d'avoir ma meilleure promotion, je crois, mon meilleur souvenir de toute ma vie d'enseignant, c'est la promotion 2009, pardon. 2009. 2009, promotion 2009. En 2010, j'ai créé l'option que j'ai dirigée après, bâtiment et énergie positive, ainsi qu'un master spécialisé. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenu le responsable de l'apprentissage à IMT Minalbi, et puis aujourd'hui, donc directeur des formations. Merci beaucoup pour vos introductions, c'est top. Selon vous, qu'est-ce que la transition écologique? Est-ce que c'est le bon terme déjà et quel est l'objectif en fait? Alors, je peux commencer à répondre à cette question. Ça a été un débat d'ailleurs quand je suis arrivée à la direction générale de quelle terminologie on employait. Est-ce qu'on utilisait développement durable et responsabilité sociétale, transition écologique, il y en a d'autres. Donc, on a finalement opté pour la transition écologique qui est
qui est un mot qui est sorti en 2005 par Rob Hopkins, qui est un enseignant britannique en permaculture et qui a sorti un bouquin, Ville en transition à l'époque, qui en fait amène non pas le mot écologique comme un seul réducteur sur l'environnement, mais comme vraiment une transition de ville pour une résilience locale en partant sur l'économie circulaire avec la sortie de la dépendance au pétrole et vraiment de la résilience d'un territoire. Donc, c'est aussi une transformation sociale et sociétale qui va avec et qui n'est pas que la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ok, entendu, je comprends. Et pour toi, Bruno? Alors, moi, alors je ne prendrai pas les références de Anne qui sont très correctes, hein, puis auxquelles j'adhère, il n'y a pas de souci. C'est correct. Maintenant, comment dire, on en parlera sûrement plus tard dans le podcast. Maintenant, on a des cours sur la philosophie, voilà, la philosophie des sciences. Et donc, il y a quelques mois ou années, en discutant avec l'intervenant, donc le philosophe, qui maintenant opère donc à l'école des mines, on a réfléchi autour du terme transition. Ouais. Quand je suis arrivé à l'école, en 92, il s'agissait de lutter contre le réchauffement climatique. C'était l'objectif. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans un objectif d'éviter de dépasser 2 degrés. Et puis peut-être, je l'espère pas évidemment, hein, mais peut-être que dans 10 ans, ça sera 4 degrés. Et en discutant de ça avec ce philosophe, c'est quand même très symptomatique, le mot transition. C'est-à-dire que la transition, ça traduit une évolution. On passe d'un état 1 à un état 2, mais finalement, avec un objectif qui peut fluctuer, lui. Au fur et à mesure de ce qu'on arrive à faire. Voilà, au fur et à mesure de ce qu'on n'arrive pas à faire d'ailleurs. Et en quelque part, la transition, ça traduit plus une adaptation de l'homme entre 2 états qu'un vrai objectif. Et pour ma part, à titre personnel, alors je ne sais pas si c'est le directeur des formations qui parle, mais en tout cas, à titre personnel, j'aurais préféré, par exemple, le terme de révolution écologique. Alors, avec les travers de la révolution, hein, c'est-à-dire comme toute la révolution, souvent, c'est beaucoup trop brutal. Mais enfin, je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer clairement. En tout cas, je pense que le ministère de la Révolution écologique, il n'est pas encore né. Et pour ma part, peut-être que pour notre avenir, ça serait souhaitable. Voilà. Ouais, j'ai une chose à ajouter là-dessus. Il y a eu donc, dans ces grands débats à l'IMT de quelle terminologie on employait. IMT Atlantique, une autre école du groupe, a choisi pour sa stratégie 2030 de partir sur la transformation écologique. Et donc, on trouvait en discutant avec Bruno en amont du podcast que finalement, ce terme déjà voulait déjà dire un peu plus quelque chose, adressait finalement la transformation dont tu parlais, Bruno, qui est une adaptation, une transformation. Parce que la transition, comme dirait Bruno Latour, en fait, où atterrir, en fait, on n'a pas décidé du modèle de société qu'on était en train de viser. Donc, on est tous en train de se transformer avec cet objectif de d'abord lutter contre le réchauffement climatique, puis limiter à 1,5, puis 2, puis peut-être effectivement dans 10 ou 20 ans 4. Donc finalement, on se donne des objectifs qu'on n'arrive pas vraiment à atteindre. Et en fait, ça correspond à pas grand-chose au niveau de la société de manière très concrète. Et justement, en parlant d'objectifs, qu'est-ce que c'est pour vous l'objectif? Est-ce qu'il y a un objectif ou plus? Enfin, tu semblais, Anne, définir plusieurs objectifs, puisque c'était sociétal et environnemental, etc. Enfin, tu sous-entendais qu'il y avait plusieurs objectifs. Toi, Bruno, je ne sais pas trop, tu parles de révolution, donc c'est quand même beaucoup plus impactant. Voilà, quels sont pour vous les objectifs? C'est l'ANAR du groupe. Ouais, non, on parlait du terme. Je parlais du terme et de sa symbolique. D'accord. Okay. Je rejoins complètement ce que vient de dire Anne. La transition, finalement, voilà, c'est un chemin parcouru, on ne sait trop comment, entre deux d'un état A à un état B, mais on n'a pas défini l'état B. Et puis l'état B, il peut même changer, quoi. Voilà. Bon. Le terme de transformation que propose Anne, déjà me convient beaucoup plus. Voilà. Et après, clairement, alors je vais le prendre, hein, la transformation écologique ou énergétique, de toute façon,
elle revêt un caractère systémique, c'est-à-dire que Oui, ça ne saurait être qu'un seul objectif qui se maintiendrait, par exemple, donc à 2 degrés de réchauffement. Parce que derrière, les impacts, ils courent sur toute la société. Et la première question que posent ces objectifs, c'est la responsabilité de chacun face à cela. Il y a à la fois une responsabilité collective et une responsabilité individuelle. Et les objectifs, ils sont, certes, on peut le chiffrer, hein, les ingénieurs, on aime bien ça, on aime bien des chiffres et des critères. Hein, donc, voilà, plus de degrés. OK. Mais plus de degrés, mais déjà, plus de degrés, ça entretient une ambiguïté du réchauffement climatique. Effectivement, au niveau global, c'est un réchauffement, mais c'est surtout un dérèglement. C'est-à-dire que les conséquences pour tout chacun sur la planète sont diverses déjà. Déjà extrêmement différentes de où on se trouve, et d'un point de vue aussi des différents indicateurs. Donc, on n'est pas que sur une température. Oui, mais voilà, c'est ça. Mais c'est ma question, en fait, c'est moi, le béotien, là, je me dis, bon, ok, on va par exemple limiter un réchauffement ou un dérèglement climatique, on va se fixer un quota, d'y dire, bah, par exemple, ce sera 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés, j'en sais rien. Mais à côté de ça, on va se dire, bah, par exemple, je sais pas, la propreté des océans, Oui, qui me alors bon, paraît on peut pas. revenir aux objectifs du développement durable de l'ONU qui ont été décidés en 2015. Ouais. D'une manière donc globale. Il y a 194 États, je crois, qui ont signé les objectifs du développement durable. Il y en a 17 qui vont, donc on peut les articuler de différentes manières. Donc on va avoir ce qu'on appelle la soutenabilité forte, qui est tout simplement la biosphère. On va avoir effectivement la protection de la pollution des océans, on va avoir le réchauffement climatique, on va avoir la pollution des sols, et on va retrouver effectivement ensuite la couche de la société avec éliminer la pauvreté dans le monde, égalité homme-femme, etc. Et donc on va pouvoir adresser comme ça jusqu'à l'économie. Alors c'est discutable, hein, d'ailleurs, les objectifs du développement durable, il faut toujours y apporter un regard critique. Il y a 169 cibles. Donc effectivement, derrière la transition écologique, on peut tout à fait se mettre dans le cadre de référence de l'ONU, le cadre mondial qui a été adopté. Mais encore une fois, c'est pareil, hein, c'est un cadre qui permet de s'orienter un petit peu, d'aller découper finalement le travail qu'on est en train de faire. Mais ça ne nous donne toujours pas un des aspects, parce qu'il y a, la façon dont je le vois, il y a ce qu'on appelle la soutenabilité forte et faible. Ça va être d'un point de vue, je ne sais pas à quel point les auditeurs vont pouvoir, si c'est audible ce que je dis, mais c'est aussi le rapport tout simplement au monde, notre rapport à la nature. Donc, ce qu'on voit dans la société occidentale, c'est qu'on a mis la nature en fait en opposition à l'être humain. Et donc, on va aller viser finalement aussi une transformation de notre rapport au monde. Et donc, si on prend l'exemple du sujet, une des limites là, qui est en train d'être largement franchie, qui est celle de l'extinction massive de la biodiversité, des espèces, et donc la chute de la biodiversité, ça, c'est un rapport aussi au quotidien de l'impact de tout ce qu'on a, d'un rapport à la nature, etc. Donc, on peut, donc si on veut, si on est très ingénieur et qu'on veut aller bien découper, etc., on va pouvoir avoir ces objectifs chiffrés, comme dit Bruno là-dessus. Et puis, si à un moment donné, on veut revenir sur de l'expérience vécue en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on fout là sur Terre et qu'est-ce qu'on a envie de vivre pour nos chanceux 80 ans de moyenne d'âge, hein, puisqu'il y a 200 ans, c'était plutôt 30. Qu'est-ce qu'on veut faire de ces 80 ans et quelle expérience on veut vivre? Et dans ce cas-là, on est dans une transformation aussi intérieure. Là, je me suis un peu lâchée quand même. Oui, mais moi, je suis d'accord avec je rejoins tout à fait ce que tu dis. En plus, la vision ingénieure que je défends, hein, puis ça fait partie que je de mon défends métier, aussi. hein, je la défends ardemment, c'est une vision de pays industrialisés. Or, dans les différents conséquences, tous les objectifs fixés par l'ONU, etc., probablement dans les pays industrialisés, c'est les pays où on a le moins le rapport direct à la nature. Carrément. Et les peuples sur cette planète qui vont voir les premiers impacts, qui voient d'ores et déjà les premiers impacts, sont ceux qui ont un rapport direct à la nature. Quand je veux dire direct, ça veut dire qu'ils y trouvent directement leur nourriture, ils y trouvent directement leur habitat, ils y trouvent directement leur culture, leur sociologie. Et ce décalage-là, et je pense un
un frein à la responsabilité globale. C'est-à-dire qu'il y a des visions qui sont profondément différentes des objectifs à atteindre. Il y a pour certaines personnes des objectifs immédiats, voire même trop tard. Hein, voilà. C'était on aurait dû. Voilà. Et puis, il y a nous qui nous projetons avec notre référentiel, etc., dans un avenir plus ou moins proche, avec des objectifs qu'on tiendra ou pas. Voilà. Ok, merci pour vos compléments, c'est top. Voilà. Ma deuxième question, c'est qu'est-ce que l'école de l'IMT Minalbi ou les IMT, pour toi Anne, ont comme force, excusez-moi, pour former les ingénieurs de demain à cette transition? Là, je vais laisser Bruno commencer. Alors, je vais commencer par IMT Minalbi. Ouais. Et puis Anne portera la vision plus globale. Donc IMT Minalbi, bon, déjà, c'est une école, hein, si je reviens sans refaire toute l'histoire, mais qui s'est implantée dans un territoire minier, où donc la problématique énergétique était déjà importante. Voilà. Alors, avec une vision très, très différente de ce qu'elle peut être aujourd'hui, hein, voilà, mais c'est l'histoire industrielle du pays qui est ainsi. Depuis l'origine de l'école, la problématique énergétique et environnementale était liée. Pour ma part, hein, une des raisons pour lesquelles je suis venu ici, c'était le centre énergétique environnement. C'était dans le nom. Alors aujourd'hui, c'est devenu le centre Absodi, mais à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et c'est dès la création même de l'école. C'est dans l'âme, dans l'ADN de l'école. Et en particulier, pour ce qui me concerne, ça a été la rencontre avec Didier Lecomte, qui était donc le directeur du centre énergétique et environnement. Voilà. Et donc l'école, depuis le début, et au travers de sa formation, en particulier de deux options, donc l'option énergétique qu'a suivi Anne et l'option éco-industrie à l'époque, et son centre de recherche, donc dédié à ces deux thématiques, à la fois énergétique et à la fois environnementale, dès le début, en fait, à développer un savoir-faire et de réelles compétences et une expertise sur le domaine. Alors, bon, voilà, 25 ans et plus de 25 ans sont passés, donc c'est toujours là, hein. C'est toujours dans la vie de l'école. Et aujourd'hui, l'école, au moins pour ce qui est de la formation, je suis le directeur de formation, je suis désolé, hein, mais donc je vais quand même parler de ce qu'on fait en formation. On vit une vraie mutation au sein même du projet pédagogique de l'école. Hein. Donc, il y a eu le projet RFI, qui est une réforme pédagogique, qui vise en fait déjà à structurer la formation. Bon, ça, c'est purement organisationnel, purement en termes de lisibilité, de compréhension des parcours, etc. Mais surtout, qui vise maintenant, et ça sera dans l'obtention du diplôme, à imposer à chaque futur élève ingénieur qui sortira donc, enfin diplômé, hein, donc futur alumni, qui sortira de l'école, un quitus humanité et transition. Et ce quitus, il a pour vocation déjà au travers, je l'ai évoqué en début de podcast, au travers de cours sur l'histoire des sciences, sur la philosophie, sur des controverses scientifiques, des choses comme ça, des sujets comme cela, on amène l'élève ingénieur à se poser la question de sa responsabilité vis-à-vis de la société et vis-à-vis de ses décisions, de ses choix de solutions. Et puis évidemment, à la fin, en termes de transition, on va finir sur des objets techniques, puisqu'on reste des ingénieurs, donc on va espérer imaginer des solutions ou appliquer des méthodes sur cette problématique énergétique et environnementale. Mais ça viendra dans un deuxième temps. Et donc, chaque élève, quelle que soit l'option qu'il ait suivie, alors évidemment, ceux qui choisiront des voies énergétiques ou environnementales, ça sera probablement, il y aura plus d'adéquation, mais de toute façon, tous les élèves, quelles que soient les options qu'ils choisissent, quelle que soit leur filière, qu'ils soient étudiants ou apprentis, ont un quitus humanité et transition à obtenir. Excusez-moi, je ne connais pas. Excusez-moi, quitus, que veut dire quitus? Alors, quitus, c'est au même titre que le quitus entreprise, par exemple. Le quitus entreprise, ça veut dire que chaque élève de l'école qui sort diplômé a passé un minimum de temps en entreprise. Le quitus entreprise, c'est un minimum de semaines. Il y a le quitus international qui correspond à un séjour minimum à l'étranger
qui correspond aussi à un niveau minimum de langue anglaise. Le quitus humanité et transition, ça veut dire qu'ils ont acquis un minimum et à la fois sur les humanités, à la fois sur les transitions. Comment ils acquièrent ce minimum? En fait, l'école propose 90 points. Alors, ces 90 points, ça correspond à des visites, des séminaires, des travaux de groupe, des projets, etc. Et chaque élève, parmi les 90 points que propose l'école, doivent en choisir 30 pendant les 3 ans de présence à l'école. Voilà. Et donc, chaque élève qui a donc obtenu 30 points minimum, il peut en faire plus, c'est pas, 30 points minimum, a obtenu son quitus. Mais ça veut dire que chaque élève aura ce socle aussi bien sur la transition écologique que sur les humanités, c'est-à-dire quelle est ma place dans la société, quelle est ma responsabilité de futur ingénieur vis-à-vis de la société. Voilà. Donc ça, c'est on va dire les dernières actualités de Minalbi sur le sujet. Voilà, donc c'est un travail de fond qui a été mené pendant plus de 2 ans, qui aujourd'hui, on rentre dans la phase opérationnelle. Là, les élèves commencent à vivre le quitus, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Et pourquoi on fait ça et pourquoi c'est important? Parce que je considère qu'une école qui bouge sur ces sujets, alors une école qui bouge, c'est évidemment IMT Minalbi, mais ça commence à la maternelle. C'est tout le quitus de formation. Inévitablement, à la fin, c'est une société qui bouge. Voilà. Okay. Et si on doit... Le plus gros levier d'impact. Voilà, c'est probablement le plus gros levier d'impact. Et si on doit affirmer quelque chose aujourd'hui, je pense que c'est ça. Voilà. C'est au travers de l'éducation que les choses commenceront à bouger. Et moi, je rebondirais là-dessus, sur la fierté en fait, que j'ai particulièrement d'être alumni Minalbi. Et notamment, donc, je suis venue prêter main forte pour animer la fresque du climat en début de la rentrée. Là. Et donc, ça m'a permis de refaire le tour de l'école et de voir tous ces enseignants et toutes ces enseignantes qui sont engagés et de voir en fait ce projet donc RFI, Refonte des formations initiales, qui avait été porté pendant 2 ans avec des ateliers que vous aviez portés avec tous les enseignants-chercheurs, donc plus d'une centaine de personnes qui étaient présents pour définir ensemble de manière la plus coopérative possible cette transformation et cette refonte. Bruno et donc l'ensemble du personnel et des enseignants ont réussi à dégager 90 heures de formation pour les humanités de transition pour réfléchir à ça. C'est énorme. Et c'est ce que les autres écoles ont beaucoup de mal à faire, parce qu'en fait, soit on fait une refonte pour sortir 90 heures, soit on dit, mais attendez, je n'ai pas 90 heures à sortir pour aller faire de la place à ce besoin de réfléchir, ce besoin d'ouvrir une discussion qui est non polarisée, de former à cette capacité à la controverse, d'insister sur la méthode scientifique, d'insister sur l'aspect systémique. Et donc ça, ce sont toutes les compétences qu'on a définies au niveau IMT, de dire, nous, ça y est, les ingénieurs qui sortent au niveau IMT, on veut qu'ils soient estampillés avec cette capacité à agir en responsabilité. Et pour ça, on a défini 4, on va dire, grandes compétences. On ne les a pas inventées, elles sont sorties notamment d'une revue d'un état de l'art qu'on a fait sur ce qui se passait au niveau national, parce qu'il y a le Shift Project qui a beaucoup travaillé là-dessus, le campus de la transition, qui a notamment intégré le côté un peu incarné de la chose, puisque c'est vrai que parfois on voit des chiffres, on est extrêmement scientifique, mais on oublie en fait la partie plus sciences humaines, sciences sociales, donc de refaire la place à tout ça. Et puis, n'oublions pas qu'il y a la commission des titres de l'ingénieur. C'est donc la commission qui valide tous les 5 ans qu'un diplôme ingénieur, c'est bien un diplôme ingénieur. Et donc, chaque école rejoue son diplôme d'une certaine manière ou son accréditation tous les 5 ans. Et donc, eux, ça y est, là, ils viennent d'aboutir. Il y a eu un groupe de travail sur la responsabilité sociétale qui vient d'aboutir. Et tout ça, c'est très aligné avec le travail que font les INSA, les centrales Supélec, les centrales. Et puis, en fait, dans les écoles de commerce, c'est en train de bouger aussi, les HEC, tout un tas, les CAGE, etc. On va avoir également les universités qui sont plus difficiles à bouger parce qu'elles ont beaucoup moins de moyens. Elles sont parfois plus larges avec des centres de recherche qui vont avoir des milliers d'enseignants-chercheurs. Donc, plus difficiles à mettre en place, mais qui sont tout à fait dans cette transformation également. Donc, on n'est pas du tout isolé. Mais c'est vrai que ce qui a été fait à Minalbi a été assez exemplaire et c'est là où je dis, à l'IMT, on essaye d'accélérer le partage de bonnes pratiques. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui dans les écoles? On retrouve un minimum d'un socle. Donc, parfois, c'est que 10 heures ou ça peut aller jusqu'à 90 heures pour IMT Minalbi ou IMT Atlantique, par exemple.
Et puis, la question, c'est que dans un parcours ingénieur, Bruno, tu me dis si je me trompe, et je crois qu'aujourd'hui, on a environ 2700 heures de cours. 1800. Donc c'est 1800, mais après, oui, on a 1800 et on a 2700 heures incluant projet et stage, c'est ça? Alors oui, si tu inclus les stages, oui, de fait, oui, ça doit faire ça. Ouais. Oui. Donc, on va avoir 1800 heures de dire, bon, OK, on a une centaine d'heures qui vont permettre d'avoir cet espace de réflexion et comment est-ce qu'on aligne pour ne pas avoir une dissociation cognitive quand on se retrouve en cours d'industrie en disant, bah oui, mais là, ça bloque en fait. Donc, l'idée, c'est d'aller accompagner également l'ensemble d'un corps enseignant et de recherche. Ce n'est pas que aux étudiants de se transformer, mais finalement, c'est une transformation qui est systémique. Et de dire, bah, moi, je suis prof de numérique, bah, comment est-ce que j'adresse le sujet de la responsabilité, le sujet de mon impact du numérique qui est un vrai sujet sociétal actuellement. Et moi, je suis un prof d'intelligence artificielle. Est-ce que j'ai une carte à jouer aussi? Moi, je suis prof de matériaux, etc. Donc, on met un cadre en place et notamment, entre autres, on monte une école d'été pour les enseignants-chercheurs qui se posent beaucoup de questions parce que cette volonté-là de se transformer, en fait, elle est grandissante. On entend partout, on entend OK, mais qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous avez déjà fait une revue de littérature? Est-ce que je peux rencontrer des pairs qui l'ont déjà fait, etc. On essaye de créer un cadre comme ça, inter-école, pour pouvoir accélérer ces échanges-là. D'autre part, je voudrais aussi souligner le fait que donc ces volontés-là qui sont systémiques, elles sont également, il y a une grande mobilisation étudiante. En fait, mon poste a été créé et demandé en fait, par les étudiants de toutes les écoles de l'IMT qui se sont regroupées en disant on veut que ça accélère, on veut qu'il y ait plus d'impact, on veut 100 heures de cours. Ils l'ont dit, ils ont dit on veut 100 heures de cours sur ces questions-là. Et donc, voilà. Et donc, les étudiants d'Albi sont particulièrement motivés aussi sur ce sujet. Et donc, là, ils ont porté un projet, par exemple, de création d'un Think and Act qu'ils viennent de présenter au directeur de d'IMT Minalbi pour créer, en fait, quelque chose de systémique, à savoir alumni, personnel et étudiants. Et ils proposent le projet de 2035, un campus neutre en carbone. C'est un projet qui est très ambitieux. Et ils ont défini en fait tout un tas de propositions pour que le dialogue se fasse entre les parties prenantes de ce campus et de cette école et d'allier nos forces pour que les actions deviennent ancrées, d'ailleurs, parce qu'il y a des actions au niveau du personnel, il y a des actions au niveau des alumni, il y a des actions au niveau des étudiants, mais toutes ces parties ne se parlent pas forcément toujours. Et donc, c'est un joli cadre qu'ils ont proposé avec des actions très concrètes pour commencer et on espère que ceci pourra être positionné dans la stratégie 2030. Excellent. Juste avant qu'on se quitte, parce que je vois qu'il est bientôt l'heure là pour toi, Anne, donc avant qu'on se quitte, est-ce que vous voulez rajouter des choses? Est-ce que vous voulez dire des choses en particulier sur la transition, sur votre métier, sur la fonction des deux? Je ne sais pas, mais vous avez la parole. Voilà. Ben moi, c'est facile. Je pense que je fais le plus beau métier du monde. Voilà. Oh. Donc, c'est facile. C'est facile à dire. C'est surtout que sur ces sujets-là, probablement, les directeurs des formations ou directeurs des études, enfin, on les appelle comme on veut, ont un rôle essentiel parce que l'impact, il est assez rapide. Sur la prise de conscience, sur ce qu'évoquait Anne en termes de compétences du diplôme, alors que ce soit un diplôme d'ingénieur ou pas, peu importe, on est capable, avec un peu de volonté, de porter assez rapidement, de transformer les choses en fait assez rapidement. Voilà. Et c'est en ça, je pense que c'est un métier particulièrement captivant. Voilà. Je voulais juste, j'en profite d'avoir la parole sur RFI, apporter une précision. Alors, tout ce qu'a dit Anne, pas de problème. Effectivement, les enseignants, voilà, ce qu'a souligné Anne est très vrai, mais les étudiants et les apprentis d'ailleurs, en fait, tous les élèves de l'école ont été embarqués aussi dans le projet RFI, donc dès l'origine, et ont contribué. Alors, évidemment, c'est sûrement pas le bon terme, mais on n'a probablement pas tenu compte de tout, voilà. Mais en tout cas, on a tenu compte, j'espère, de l'essentiel.
Et ça a été porté aussi avec les élèves de l'école et avec le personnel, au-delà des enseignants-chercheurs, avec l'ensemble du personnel de l'école. Ça a vraiment été une cause commune. Voilà. Et j'ajouterais là-dessus que, en fait, le vécu que j'ai eu à l'époque de l'administration d'Albi, donc dans les années 2005-2009, je me souviens très bien du mur qu'il y avait entre l'administration et les étudiants, dont on souffrait d'ailleurs. Et quand je suis revenue donc, à l'IMT en 2020, j'ai été tout à fait touchée par le fait que vraiment il y avait des barrières qui étaient tombées, que le dialogue s'était installé. Aujourd'hui, au conseil d'administration de l'IMT, il y a 2 étudiants qui représentent l'ensemble des étudiants, 13 000 étudiants à l'IMT. Derrière, il y a des groupes de travail étudiants qui font remonter au niveau du conseil d'administration des points adressés en disant la valorisation du travail étudiant, l'égalité homme-femme, la protection des violences sexistes et sexuelles, etc. Et en fait, la place, effectivement, de l'étudiant aujourd'hui et les nouvelles formes de dialogue et de coopération permettent aussi d'incarner un peu plus la transition écologique, plus que de l'adresser, c'est aussi de l'incarner. Je pense que dans le rôle de l'Institut, on a aussi le fait que ce n'est pas que de former des jeunes en cette direction, mais c'est aussi de transformer notre institution, ce qui est en cours. C'est top, bravo. Bravo bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci Anne et Bruno pour votre temps et votre générosité aussi à partager votre quotidien, mais aussi vos passions. Voilà, et c'est super, franchement, merci beaucoup. Et bravo pour cette transformation, bravo pour engager ces efforts auprès des jeunes, auprès des moins jeunes. Et c'est excellent, bravo.